c'est comme dire la propriété intellectuelle de Gilles Villeneuve devrait appartenir à la famille. Si tu veux utiliser Gilles, il faut que tu passes par nous. Comme ça se fait pour Elvis Presley, comme ça se fait pour Michael Jackson, comme ça se fait pour Céline Dion. Ils nous appellent pas, ils nous invitent pas, on n'est pas impliqués, puis à quelque part, c'est comme, ben, c'est parce que Gilles, c'est pas à vous, là. Là, je suis là, puis je me mets de l'avant, puis je dis, ben là, on a besoin de reprendre le contrôle de ça. Bonjour tout le monde, bienvenue à Sport Inc. Mon nom est Geneviève Tardif, en compagnie de Sacha Gavami. Salut! Salut Jen, ça va? Ça va super bien. Et bienvenue à notre podcast. Hey, ça paraît qu'on travaille fort. On travaille fort. On travaille fort, mais pour ceux que c'est la première fois, bienvenue à notre podcast. On est vraiment content que vous soyez des nôtres. Puis si vous en voulez de plus en plus à chaque fois, mais c'est le fun. Parce qu'aujourd'hui, on va avoir droit à une entrevue, je pense, quand même assez exceptionnelle avec Mélanie Villeneuve. Salut. Salut, Mélanie. Salut, je suis contente d'être ici. Ben, nous autres ici, quand Jen m'a parlé de cette idée d'entrevue, je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. Mais tu sais qu'est-ce qui est arrivé? Comment on a eu l'idée de l'entrevue? Il faut le raconter. Ben vas-y, tu vas être meilleure que moi. Grand Prix du Canada. Ben oui. Mais là, comment on s'est rencontrés? Vas-y. Ben là, je me suis fait texter par Sandrine. Puis Sandrine me dit « Hey, t'es-tu disponible pour venir remettre les trophées aux filles qui ont de la couru, F1 Academy. Exactement, la F1 Academy. Puis c'est là que moi, j'arrive là. Puis finalement, je suis comme « Hey, salut, comment ça va? » Puis on s'est rencontrés. Puis c'est là où on a remis les trophées. On a jaser, puis oui, on a jasé pas mal. Puis on a remis les trophées ensemble. Puis de fil en aiguille, ben là, tu me disais, hey, je fais un genre de podcast demain. Je suis disais, ben cool. Puis on a appris à se connaître, puis voilà. Quand tu dis Sandrine, c'est Sandrine Garneau. Oui, c'est ça. Est venue à notre podcast aussi. Ah, cool. Oui, à l'automne dernier. Very cool. Donc, jamais je pensais que j'allais remettre un jour un trophée cool. aux championnes de la F1 Academy au Grand Prix du Canada. Pour moi, c'est un bel accomplissement vraiment 2026 et en plus avec toi. C'est vrai. Mélanie, nous, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est vraiment de reprendre le contrôle de l'héritage de ton père, Gilles Villeneuve. Oui. Donc, c'est ton objectif, je pense, depuis plusieurs années? Oui, ça fait plusieurs années, je me suis penchée là-dessus. Puis, c'est parce qu'à un moment donné, tu regardes comment Gilles, son image est utilisée à certains endroits. Puis là, je voulais juste savoir comment on était arrivé là. Puis... après ça, c'est un petit peu se replonger dans l'histoire parce que Gilles, oui, c'est une image vibrante. Il fait brûler les gens. Il y a des gens qui s'en souviennent. Il y a les jeunes qui sont inspirés. Puis, mais il faut quand même réfléchir on parle des années 70, on parle des années fin 70, début 80. Puis tout ce qui était par rapport à l'image, le narratif, la protection de ces choses-là, c'était pas vraiment établi. Et donc, là, je me retrouve, je sais pas, début des années 2010, puis je regarde un petit peu comment les choses sont organisées pour me rendre compte qu'il n'y a pas grande structure en dessous. Et je me dis, c'est dommage, parce que si tu t'en occupes pas de ton image, éventuellement, elle se dissipe ou elle se désintègre ou elle se fragmente. Et plusieurs personnes font plusieurs choses différemment. Puis, à quelque part, si tu veux garder le narratif clean, pur, pour gagner vraiment sa force, il faut que tu le travailles, il faut que tu t'assures, faut que on dit en anglais curate. Puis c'est vrai d'une œuvre d'art, c'est vrai d'une histoire, et puis c'est là-dedans que je me suis replongée. Mais toi aussi, tu connais le milieu un peu, là. Donc, gestion de portefeuille, c'est ça que tu faisais? Ouais, j'ai fait ça pendant longtemps. Puis tu as un MBA? Un MBA de McGill, puis j'ai commencé à l'université tu vas rire, mais en musique, en composition, en théorie de la musique, jeune âge de 19 ans à New York. Et j'ai fait ça pendant 4 ans. Puis là, je voulais rester à New York. Fait que là, j'ai déclaré un deuxième major, second major, en économie, parce que je voulais rester là-bas. Puis de fil en aiguille, ça m'a amené à travailler dans wealth management. Puis en fait, j'aime ça. Puis fait que j'étais proche de l'économie, puis les marchés, puis tout ça. Puis c'est comme assez, je trouve ça le fun. Puis, tout est dans tout. Ouais, c'est ça. Fait que là, ça, c'est mon background. Puis je suis arrivée ici de New York pour faire ma maîtrise à McGill. Okay. Ça fait quand même une vingtaine d'années de ça. Fait que... On va revenir à quand tu étais jeune. Évidemment, ton papa, il est décédé, tu avais... 82, j'avais presque 9 ans. Et à ce moment-là, est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez décidé de
tout donné, dans le fond, à un musée, la collection, ou comment ça s'est fait à ce moment-là? Ben écoute, c'est une bonne question. Ma mère était un petit peu déboussolée, évidemment, quand ton mari meurt de cette façon-là. Tout change, c'est très, très dramatique. Puis il y avait une foule de monde quand même qui entourait Gilles, qui, ben là, s'occupe des affaires. Fait que là, ben, elle essaie de se retrouver dans tout ça. Puis bon, ben nous, on était petits, puis on habitait à Monaco pendant ce temps-là. Puis on est resté basé en France pendant des années, jusqu'à 2001 environ. Et puis mon grand-père, bien évidemment, il habitait à Berthierville. Puis mon grand-père avait dans sa mission de faire de quoi pour qu'on puisse se souvenir de Gilles. Puis il faut aussi se souvenir que Gilles est décédé, puis 2 semaines plus tard environ, c'est là où il y a un comité de la ville qui a décidé de voter pour nommer le circuit Gilles Villeneuve en honneur de Gilles. Fait que ça s'est fait très vite en réaction pour se dire... parce que c'était une grande affaire qui est arrivée. Fait que là, mon grand-père, avec ses amis, ben là, il commence à essayer de monter un musée. Puis ça, il a monté ce musée-là à Berthierville. Ça s'appelait le Comité Berthier-Villeneuve à l'époque. Et puis là, il y avait... mon père avait laissé toute une gang de stuff, tout son stock de motoneige, de forme atlantique, tous ses trophées, parce qu'il gagnait souvent, fait qu'il y en avait comme une tonne. Fait que là, mon grand-père, mon père avait laissé ça chez ses parents en partant à Monaco, parce que, bon, ben, tu ramènes pas tout ça avec toi. Tu vas pas apporter ta motoneige à Monaco. C'est ça, exactement. Tu laisses ça chez tes parents, comme on ferait tout le monde, là, tu sais, quand tu s'en vas à l'université. Ouais. Puis là, mon grand-père, ben, pour honorer tout ça, ben, là, il commençait à amener ce stock-là au musée pour le faire voir, le montrer. Puis c'est une certaine manière de garder le narratif en vie. Puis c'est de cette façon-là que, bon, ben, nous, on a par la suite prêté des items, nos trophées, des casques, des histoires, des affaires qui nous appartiennent. Mais on s'est dit, bon, on va contribuer à cet effort-là dans les années 90. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis après ça, il y a eu un point un peu où il y a eu de non-retour, on va dire, ou un point de coupure où ça a été le vol de la statue. Oui, le vol de la statue qui a été fait. Puis je vous dirais qu'à un moment donné, il y a comme une séparation qui est arrivée avec l'Institut. Et je veux pas trop rentrer là-dedans parce qu'on est encore en contentieux avec cet institut-là. Puis je leur veux pas du tout de mal. C'est juste qu'à quelque part, je tente de reprendre le contrôle de l'image. Et puis, le vol de la statue nous a beaucoup ébranlés parce que tu te poses des questions sur une question de sécurité. Puis par la suite, je regardais un petit peu comment l'établissement était géré. Puis je veux pas rien dire de mal contre eux, mais à quelque part, j'aurais peut-être voulu quelque chose de mieux. Et c'est légitime, je pense, et c'est pour ça qu'on est rendu là. Exact. Et après ça, comment on fait pour reprendre le contrôle de l'héritage? C'est petit à petit, puis il y en a. Il y a du stock à faire. J'appelle ça, j'ai trouvé comme un coin phrase, puis ça vraiment, ça le détermine. I'm doing a legacy cleanup in a certain way. Cleanup? Cleanup, a legacy cleanup. Parce que le lavage de l'héritage. Lavage, c'est du mal en français, on dirait ça peut-être différemment. Un ménage. Une réorg de la legacy, et parce qu'il y a des choses qui sont implantées à travers les années. Certaines personnes qui font certaines choses pour bien faire. Je veux pas jamais remettre quelque chose de négatif envers quelqu'un, parce que le monde font ça par amour. Mais éventuellement, tu fais ça à travers plusieurs années, mais là, tu as l'impression que c'est à toi ou tu le fais à ta manière, puis que tu n'as pas de permission à demander ou tu n'as pas d'autorisation à demander. Puis c'est là où, ça choque un peu le monde quand je m'avance et je dis, finalement, c'est une image qui nous appartient. Puis là, je suis là, puis je me mets de l'avant, puis je dis, on a besoin de reprendre le contrôle de ça. Fait que ça se fait petit à petit, puis c'est correct. Pour l'instant, il y a quelques batailles qui s'en suivent, mais c'est correct. Je pense que c'est correct. C'est quoi la valeur de l'image? Toi, c'est de Gilles, mais d'un athlète, ou c'est quoi cette valeur-là? Lorsqu'on parle, la question, c'est-tu valeur financière? Les deux. Ou émotionnelle, symbolique? Les deux, je dirais valeur financière, mais aussi valeur émotionnelle. Vous êtes là-dedans. Fait que, tu sais, quand tu regardes un petit peu l'évolution des droits d'image sur les 10 dernières années, c'est une explosion. Tu regardes même dans les 10 années avant ça, il y avait une explosion. Fait que tu t'en vas d'une explosion à une autre. Oui. Quand tu regardes maintenant, par exemple, les joueurs de soccer là, qui se font, ou des NFL guys, qui se font signer pour 10 ans, c'est des chiffres faramineux que je tombe de ma chaise et je me dis, ça se peut pas. Mais à quelque part, c'est la valeur de entertainment. Puis c'est ce que les gens payent pour aller voir un show
mais est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est légitime? Maintenant, c'est ce que les gens payent, mais si les gens avaient un choix, j'imagine qu'ils aimeraient peut-être payer moins. Je disais ça hier ou avant-hier, les frais pour accéder à des matchs de soccer au Canada, aux États-Unis, et la FIFA qui demande des prix incroyables. À quelque part, il faut se poser une question dans la société, c'est-tu normal? Est-ce que ça devrait être ça? Maintenant, c'est un débat sociologique ou économique ou politique qui, à l'extérieur, peut-être cette conversation, mais c'est là où tu poses la question, c'est quoi la valeur? Ben, c'est ce que les droits d'image, les médias veulent payer pour, puis à quelque part, moi, c'est pas nécessairement là je veux m'en aller, c'est plus la première chose pour moi, mon père, c'est notre narratif, c'est notre histoire, c'est de là où on vient. Fait qu'une chose à la fois, fait que je veux juste au moins récupérer ça, puis réinvestir pour pouvoir le déployer. Et le déployer d'une belle manière et d'une belle façon. Et ça demande d'être sur le terrain, de faire de l'événementiel, de faire du contenu, de la production. Mais tout ça coûte cher, ça coûte des sous. Fait que tu peux pas dire « Ah, ben là, tu vas commencer à bâtir de quoi? » Ouais, mais tu vas te financer de quelle façon? Fait qu'il faut trouver une manière de générer quand même un cash flow pour réinvestir, pour pouvoir raconter son histoire. Tu parlais que l'image a comme changé à travers les années, surtout dans le monde du sport. On peut donner cet exemple-là. As-tu peut-être un pilote que tu peux me donner comme exemple que vous êtes inspiré ou que ça a changé peut-être la donne? Bien, je pense que Ayrton Senna, il faut que je le mentionne. Je pense que lui, c'est la génération où vraiment les choses ont changé. Parce que Gilles, lui, était juste au début que les choses commençaient à changer. Puis ça, c'est parce que Bernie Ecclestone, en 81, a signé ce fameux Concord Accord. Et c'est là où il a rassemblé toutes les écuries et il a dit, ensemble, on va négocier les droits télévision. Et parce qu'avant, c'était ad hoc. C'était chaque diffuseur faisait sa diffusion, puis il n'y avait rien de concentré, il n'y avait rien organisé. Et les équipes avaient aucune ou très peu de redevances, puis pas les équipes toutes les mêmes de la même façon. Fait que là, il a vraiment voulu organiser ça parce qu'il y avait quand même un pouvoir d'achat quelque part. Et c'est ça qui a vraiment donné une explosion à la F1. Et donc ça, c'est 81. Tu vois, Gilles décède en 82. Senna arrive en 84. Et là, on est tous dans ce genre de montée-là, cette première montée. Et lui, il a vraiment capitalisé sur l'organisation de ses droits à lui, de son vivant, puis à mettre en place des endorsement deals qui étaient quand même assez grands. Et de mettre en place une certaine gestion d'image que les autres pilotes n'avaient pas eu nécessairement l'occasion de le faire. Certains avaient fait, Emerson Fittipaldi et certains autres, comme Jackie Stewart, avaient commencé à faire des deals, des endorsement deals. Parce que les équipes voulaient tout garder pour eux, mais les pilotes se disaient, ben là, nous autres, on a une valeur. Parce qu'il faut se souvenir que dans les années 60, début 70, les pilotes n'étaient pas payés tant que ça, là. Puis pourtant, c'était quand même dangereux. Mettons combien étaient payés en mais vraiment pas 60? Tant que ça. Je veux dire, quand on parle de Gilles, sa première année, là, on parle en 78, c'était peut-être 100 000 $. C'était pas des gros montants. Puis quand on parle de 82, mais là, puis lui, Gilles, à ce moment-là, il était le pilote le plus... qui avait le plus de valeur. Puis là, il était pour peut-être renouveler à $1 million par année. Fait qu'on est dans ces eaux-là. C'était beaucoup $1 million à cette époque-là. À cette époque, c'était beaucoup. Bon, on peut faire quoi? Fois 10 peut-être pour aujourd'hui? Ouais, c'était 10 millions? Ouais. Mais quelqu'un, si tu mettais Gilles aujourd'hui dans la même... Aujourd'hui, la valeur de cet actif-là a comme quintuplé, même beyond inflation. Fait que, tu sais, un 10 millions, ce serait peut-être un 50 ou 60 aujourd'hui. Puis juste pour... Parce que l'aspect légal m'intéresse là-dedans, de vouloir rapatrier l'héritage. Donc, on va aller juste chronologiquement. Gilles Villeneuve décède. Quand on parle de son héritage, on parle de... Est-ce qu'on parle de son compte de banque ou est-ce qu'on parle d'objets? On parle d'objets plus, là. On parle de memorabilia. On parle d'objets, on parle du narratif. Du narratif, OK. Si je me promène à quelque part en Italie puis que je vois une image, je sais pas moi, comme un 10 mètres par 5 mètres, qui est like a major poster à l'aéroport de Bologne. Oui. Avec Gilles, puis à côté, ben, tu as la bouteille de vin de Jacobazzi, c'est l'ancien sponsor, mais c'est encore un vin qui existe aujourd'hui. Tu peux me dire, oui, c'est ton historique, mais à quelque part, pourquoi est-ce que tu fais ça maintenant? À quelque part, toi, cette compagnie-là en retire un bénéfice économique. Et là, tu dis, pourquoi tu fais ça? Personne ne nous a posé la question à nous. Personne ne nous a demandé l'autorisation. Il n'y a pas de endorsement deal avec eux, aucunement. Non, c'est ça.
Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Fait que c'est ce narratif-là que je veux reprendre. Et si tu veux utiliser Gilles, il faut que tu passes par nous. Parce que Gilles, si tu l'utilises, c'est parce que tu en as une valeur. C'est ça. Mais après ça, ou alors, tu sais, si tu as des gens qui font des affaires de Gilles, mais ils nous invitent même pas. Dans le fond, ils nous appellent pas, ils nous invitent pas, on n'est pas impliqués, puis à quelque part, c'est comme, c'est parce que Gilles, c'est pas à vous, là, tu sais. C'est comme dire, la propriété intellectuelle de Gilles Villeneuve devrait appartenir à la famille et que toute utilisation du nom ou de l'image devrait faire l'objet d'une entente avec ceux qui détiennent le droit à la propriété intellectuelle. Comme ça se fait pour Elvis Presley, comme ça se fait pour Michael Jackson, comme ça se fait pour Céline Dion, comme ça se fait pour toute image qui survit encore à travers le temps par la force de quelque chose. Quel est ce quelque chose? C'est le narratif, c'est l'inspiration, c'est l'émotion que ça donne à quelqu'un d'autre. Mais il y a quelque chose de très valorisant à travers ça. Puis c'est juste de bien l'encadrer. C'est une démarche complexe, parce que dans le cas d'un exemple comme un Elvis Presley ou d'un pilote automobile comme Gilles Villeneuve, c'est international. Tu sais, puis le droit de la propriété intellectuelle, c'est un droit qui est extrêmement complexe. C'est pas pareil. Dans chacun non. Il y a des pays qui ont des façons de faire différentes. Puis, mais il y a une évolution quand même. Dans les 15 dernières années, il y a une évolution. Puis là, il y a des nouveaux accords que maintenant le Canada fait, c'est différemment que l'Europe. Mais là, il y a comme des ententes qui sont en train de se faire. Fait que c'est quelque chose qui évolue quand même rapidement. Mais c'est vrai que chaque territoire a ses lois. Ben, c'est un peu comme une première, là, je pense, au Québec. Puis j'ai rarement vu ça, ce genre de ce que vous faites présentement. Là. Non? Je sais pas, je te pose la question. Moi, en tout cas, dans le milieu du sport, j'en ai pas vu beaucoup, en tout cas, faire ce genre de démarche-là. De clean-up, de legacy legacy clean-up. Non. Ben, je pense que si on regarde les sportifs au Québec, on va regarder les joueurs de hockey. Oui. Puis je pense que Maurice Richard, à un moment donné, il y en a eu une cause où il y avait une production qui était en cours, puis il n'y avait pas eu les droits, puis la famille s'est avancée pour arrêter la production. Je pense que quand on regarde un film comme Aline, qui est un film sur la vie de Céline, mais pas, elle n'avait pas le nom, mais ça aussi, il y a eu des démarchages par rapport à ça. Fait d'ailleurs, la production n'a pas utilisé le nom de Céline, juste son histoire. Fait que ça aussi, c'est limite un peu. Puis je pense que sa famille à Céline n'était pas nécessairement très, très heureuse de ça. Je pense que Guy Lafleur aussi, il y a eu ces moments. Fait qu'il y en a des sportifs qui s'avancent. C'est peut-être pas... mais moi, j'en ai pas fait une méga publicité. C'est juste que je suis quand même sorti l'année passée avec la saisie avec le musée. Mais oui. Mais il faut dire aussi que dans le cas du décès de Gilles, c'était un décès inattendu dans les risques du métier, mais c'était un décès, tu sais, alors que... Puis c'est une époque qui n'était pas du tout la même époque qu'aujourd'hui, que quand tu regardes les athlètes, ou des personnalités publiques, je devrais dire, pas juste des athlètes, qui avancent en âge, puis là, je suis pas expert dans la matière, mais un testament pourrait venir aider aussi à gérer ça. Le problème avec les successions, c'est que tu essaies de gérer du droit qui, souvent, c'est des vides juridiques parce que la personne concernée est décédée. Ouais. Fait que là, tu te retrouves dans une situation où tu dois essayer de réparer les pots cassés puis essayer de faire du mieux que tu peux sans que le principal intéressé ne soit physiquement présent parmi nous. OK, donc il faudrait gérer ça avant. Puis... Certainement. Oui, idéalement. Puis c'est pour ça que dans le cas du décès de Gilles, c'est comme il est arrivé de façon inattendue. C'était pas nécessairement quelque chose auquel tu peux arriver. Si, exemple, hypothétiquement, la personne n'était pas décédée puis serait encore en âge avancé aujourd'hui, ben c'est... Avec ce qu'on voit dans le monde, on peut mieux se protéger. Mais ce que je trouve le fun dans votre démarche, c'est que ça peut servir de fort précédent, ça peut servir de démarche très inspirante et sur lequel on peut suivre pour d'autres personnes parce que ça va continuer à arriver, ça. Tu sais, des situations comme ça, là, ça va arriver certainement. Ben, j'espère que le nom et l'image de ceux qui marquent la société, que ce soit en sport ou ailleurs, restent leur propriété à eux. C'est quand même de leur force à eux qui ont eu un impact. Et puis c'est ça, c'est évolutif, comme j'ai dit, mais on avance bien. Puis c'est 100%. Ouais. Là, vous avez un site web? Oui.
C'est quoi le site web déjà? C'est gillesvilleneuve.ca qui est le site e-com. Puis là-dedans, on a un vidéo de lancement. Puis on explique comment on est arrivé à dessiner notre branding. On a engagé Sidley, qui est une boîte créative ici à Montréal. Ils sont tellement bons, puis ils sont tellement fins. Ils sont allés vraiment chercher si tu veux, le vrai des couleurs de Gilles, le vrai de son sens. Puis il y a quelque part, quand on travaillait pour le branding, ils m'ont montré une première ébauche. Puis la première ébauche, je me disais, je peux-tu voir? Ouais, c'est ça. Je peux-tu en avoir une deuxième, une troisième? Fait que là, ils sont retournés à la table de dessin, ils sont revenus, puis c'était exactement la même affaire. Puis là, je suis comme, me semble que c'est la même chose. Peux-tu me revenir une troisième fois? Là, ils me reviennent encore une fois avec la même chose. Puis là, je me dis, OK, là, je vais aller voir, j'ai une amie en France qui connaît quelqu'un qui fait du design. Fait que je dis, regarde, je vais l'engager, elle, qu'elle me fasse un petit design. Puis elle m'est revenue avec quelque chose qui était vraiment, vraiment très, très beau. Mais vraiment, là, super. Là, je regarde, je suis comme, c'est vraiment beau, mais je voyais pas l'âme à l'intérieur. Fait que là, je fais comme, OK, je comprends ce que Célie a voulu faire. Puis il faut rester simple, c'est basé sur le casque. C'est vintage un peu parce que ça vient des années 70. Là, j'ai fait, OK, let's go avec ça. Puis, mais j'ai dû faire mon processus de figurer. C'est-tu bon? Parce que tu peux pas te planter. Enfin, oui, tu peux te planter, mais si tu te plantes, c'est difficile de récupérer par la suite parce que tu launches avec une image. Mais, fait que c'est ça. Fait qu'on a lancé le site web l'année passée, le e-com. Puis des réseaux sociaux. Puis c'est Gilles27 Official sur Instagram, Facebook. Puis on grandit notre communauté. Oui, là, il est devenu personnage historique. Il est devenu personnage historique une couple de semaines, ce qui était great. Wow! Tout le personnage historique à quel niveau? Mondial? Non, c'est le Québec. En fait, c'est un programme gouvernemental. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils te mettent dans ce programme-là, ils t'annoncent, ils t'honorent en fait. Puis il y en a juste quelques-uns, personnalités sportives qui en font partie. Maurice Richard, Guy Lafleur en font partie. Des 2 gars de hockey puis 2 autres personnes. Puis c'est des gens comme des gens politiques, des gens d'histoire qui ont marqué le Québec. Et donc, ça fait partie maintenant de la culture. C'est comme si le gouvernement disait, OK, ces gens-là, maintenant, ils font partie des livres historiques de notre patrie, de notre patrimoine culturel. Et de cette façon-là, ils s'ouvrent et ils se donnent pour dire, OK, on va en parler, on va le supporter. Fait que vraiment, maintenant, on fait partie de la tapestry. C'est ça, puis c'était au Grand Prix du Canada que ça a été annoncé. Ouais. Et après, là, il va y avoir une exposition au Parc Jean-Drapeau. Ouais. Ça, c'est parce que le film, on a fini de le filmer au mois de novembre. OK. Donc, il y a eu le film. Il y a eu le film. Villeneuve, c'est quoi? L'ascension d'une légende. C'est ça. Qui va sortir en novembre. Qui va sortir en novembre l'année prochaine. Donc, on vient juste de finir de filmer en novembre dernier. Et là, tout le stock du film, les voitures qui ont été faites aux États-Unis, puis c'est des répliques d'Atlantique. Fait que cette boîte aux États-Unis qui fait ça dans la vie... ils ont fait les voitures de Fast and Furious, entre autres. Fait que c'est leur expertise. Et fait qu'ils ont fait 4 châssis, il y avait des monocoques différents qu'on pouvait interchanger. Fait que tout ce stock-là, on a été récupérer les items, les soutes, les casques. Et on va tout mettre ça dans une super belle exposition qui a été dessinée par le Parc Jean-Drapeau, qui va ouvrir ses portes en mi-juillet, vraiment, on espère. Et ça nous donne l'opportunité de pouvoir raconter sa vie à travers les items d'un film. Fait que c'est comme si on recycle quelque chose qui a été mis sur pied pour un film. Et puis, il y a des motoneiges. Puis à côté de ça, tu vas avoir les photos de Gilles. Puis tu le vois, son ascension, finalement. Et fait que on s'est dit, pourquoi pas faire ça, puisqu'on peut le faire. Mais là, vous allez les mettre où après ça? Une chose à la fois. On va être là pendant 2 semaines. Pendant 2 ans. Pas 2 semaines, mais 2 ans. On va être là pendant 2 ans. Et puis, c'est la volonté de Véronique Doucet et toute l'équipe du Parc Jean-Drapeau, par la suite, d'ouvrir un pavillon permanent. Et donc, ce serait au pavillon de la Tunisie, c'est ça qu'ils ont dans la tête, qui est sur le circuit en plus. Donc, ce serait vraiment, vraiment acquis. Fait que là, on commence avec ça, on fait ça pendant 2 ans, puis ça nous donne le temps de s'organiser pour faire quelque chose de vraiment permanent. C'est quoi la valeur, la notoriété de l'image ou le nom de Gilles Villeneuve à travers le monde? Parce que, tu sais, comme moi, je suis pas le plus grand partisan de course automobile qui existe. Je suis ça à distance, tu sais, mais je me prétends pas être un expert. C'est sûr que Gilles Villeneuve, je sais c'est qui par réputation. J'ai plus connu Jacques comme pilote, tu sais, pour avoir plus dans ces âges-là.
Mais tu sais, je parle à des amis qui sont d'origine italienne, puis ils me disent, en Italie, Gilles Villeneuve, C'est malade. he's a big deal, là. Yeah, T'sais, c'est malade. he's On a l'appelait very big Piccolo, deal. c'est ça? Piccolo Canadese, c'en était un. T'sais, Ouais. c'est vraiment, tu sais, fait que maintenant, là, en 2026, tu sais, c'est quoi la notoriété de Gilles Villeneuve à travers le monde? Ben écoute, je suis un petit peu à la découverte de ça. Parce que je me dis, moi aussi, je me pose la question, tu sais, quand même, ça fait 44 ans. Puis là, moi, maintenant, ça fait 20 ans que j'habite ici. Fait que j'ai moins l'occasion d'aller en Italie, tâter le terrain, si tu veux. Mais quand je parle aujourd'hui à des Italiens, ou les Italiens sont venus me voir au kiosque qu'on avait au Centre Eaton, ça capote, ils capotent, là, ils sont comme « Wow, il faut que tu viennes en Italie ». Puis l'affaire, c'est qu'on planifie d'aller là-bas. Puis je peux juste me dire, si l'effervescence que je ressens aujourd'hui sur Gilles, je fais beaucoup je parle avec énormément de monde. Je me suis déplacée au Loto Show de Montréal, Toronto, Québec, tout cet hiver. Et j'ai eu l'occasion de parler à des dizaines je dirais même des centaines de personnes. Et l'effervescence que je ressens est assez incroyable. Les gens sont excités, les gens sont fiers, puis ils sont comme... Je me fais dire tellement souvent, finalement, vous faites quelque chose d'officiel, avec énormément de qualité, ils sont contents. Puis j'imagine qu'en Italie, ça va être ça comme x10. Fait que c'est vers ça qu'on s'en va. Fait que je vais te le dire, tu sais quoi, je vais revenir l'année prochaine, puis je vais vous raconter c'est quoi cette expérience-là. Ah. Puis, est-ce que... Ben oui, C'est un très bon deal. On peut-tu y aller avec toi en Italie? Oui, certainement. Ce serait cool. Mais certainement. géographiquement, est-ce qu'on estime qu'il y a le Québec, il y a l'Italie? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres pays d'Europe qu'on sait comme d'avance qui sont... L'Angleterre, la France, il y a des pockets of people aux États-Unis. Ceux qui étaient fans... Parce que les États-Unis, c'est un nouveau phénomène, la F1, là, depuis les 5-6... depuis Drive to Survive. Parce que pendant un petit bout, avant le Texas, il y avait plus de courses pendant un bout. Ça marchait pas pantoute. Non, là, c'est ça. Là, ça marchait. Là, exact. là, Fait que à partir de peut-être mi-fin 80, les années 80, les États-Unis se sont comme délaissés un peu par rapport à ça, mais il y avait un grand héritage avant ça. Pas juste le Indy 500, tout ça, mais la F1. Fait qu'il y a des gens, il y a des grands fans aux États-Unis. Évidemment, le Canada anglais, toute la région d'Ontario sont très fans. Et puis en Europe, c'est un pays fort en Formule 1. Et Gilles était vraiment the top driver à son décès. Fait il restait vraiment... Mais Senna a dit que c'était sa plus grande inspiration, c'était Gilles Villeneuve. Pour vrai? Ben oui. Écoute, je sais pas, c'est parfait. Ben, oui. J'aime ça au bout. Oui, je l'ai lu en faisant mes recherches. Awesome. En faisant mes recherches aussi, j'ai vu qu'il y a un casque de Gilles Villeneuve qui a été vendu aux enchères pour 1 million. Ouais. Plus d'1 million de dollars, non? Ben, écoute, j'ai rencontré le Darren Jack qui travaille avec The Hall of Fame, puis il est venu me voir pour me dire, hey, c'est pas notre casque à nous, là, c'est un casque qui s'est retrouvé dans les mains de quelqu'un, puis c'est ça, puis il m'a montré le casque, puis les petits détails de la photo de 82 qui faisaient en sorte que, bon, ben là, tu vois que c'est ce casque-là, puis ça a été porté pendant ce temps-là, puis bon, ben, il y a eu un acheteur. Est-ce qu'on sait, il vient d'où l'acheteur? Est-ce qu'il vient de l'Italie? Je pense qu'il est américain. OK. Je pense qu'il est américain. Okay. Mais j'en sais pas plus, puis je l'ai pas encore rencontré, mais j'aimerais ça lui serrer la main. Ah, mais c'est sûr. Je trouve ça cool quand même. Je trouve ça particulier. Je parlais d'effervescence tantôt, là, tu sais, c'est comme... J'ai comme... I lit a fire. J'ai comme starté un feu qui est en train de prendre de l'oxygène, j'imagine. Puis c'est bien, je trouve ça cool. Puis dans votre démarche, est-ce que c'était toute seule ou est-ce que Jacques, qui est ton frère, est-ce qu'il y a d'autres membres de la famille qui sont impliqués dans cette démarche-là? Bien, Jacques, il m'écoute. Là, on a eu un genre de meeting le lundi après la course, avant qu'il reparte. Puis là, ben, je le mets au courant de où est-ce qu'on est rendu, puis là, toute l'initiative que je fais. Puis il m'appelle, puis il veut savoir comment ça va. Puis il est content de ce que je fais. J'ai commencé dans cette aventure il y a une dizaine d'années. Puis tu sais, ben Jacques, là je parlais, je dis, Gilles, il y a une valeur, puis il est tout distribué à gauche à droite, puis je comprends pas ça. Puis Jacques il me disait, regarde, il y a rien à faire avec ça, tu sais, oublie ça, tu sais, c'est... Puis parce que pour moi, c'est mon père, là. C'est comme, non, il faut que je le récupère, il faut que je le... Puis ben, il me voit aller, puis il est content que ça fonctionne, puis si j'ai besoin d'aide, une fois de temps en temps, je l'appelle, puis il donne un coup de main. Qu'est-ce que ça te fait à toi de faire ce que tu fais présentement, là, à toi, mais qu'est-ce que tu espères que ça va offrir pour le public en général? Bien, tu sais, d'un point de vue très personnel, pour moi, c'est une trajectoire, un genre de découverte. Parce que je connais Gilles aujourd'hui
comme je le connaissais pas vraiment avant. Avant, j'avais des images qui me restaient de quand j'étais plus jeune, des histoires que mes grands-parents ou son frère ou mes tantes me racontaient ou ma mère, ou des gens que je rencontrais une fois de temps en temps. Mais quand j'avais 22 ans, j'étais pas très intéressée à écouter ça tant que ça. Puis là, avec le temps, je me dis, je connais ce que les gens m'ont dit. Je connais, moi, mes souvenirs, mais bon, c'est des souvenirs de 9 ans. Fait que, tu sais, à 9 ans, je connaissais pas son arrière-pensée à Gilles quand il était dans une voiture. Là. Ça, c'est pas moi qui le disais, là, c'était à quelqu'un d'autre. Fait que j'ai lu beaucoup. Puis en lisant, mais je reconnais que les morceaux. Puis là, tout d'un coup, ça fait du sens. Puis là, je le comprends mieux. Puis ça m'a permis, moi, de me rapprocher beaucoup de lui. Puis c'est quelque chose que j'avais besoin de faire. Fait que pour moi, c'est juste du bonbon faire ça. Ben, c'est clair. As-tu une anecdote à nous raconter, quelque chose, peut-être une histoire que tu fais « Oh my God, je me souviens de ça » ou de... Non, c'est parce que j'ai renoué beaucoup avec ces chums de Berthier. Puis il y a un couple en particulier, Normand Savignac et Louise Bonin. Puis ça, quand on a déménagé en Europe en 78, quand Gilles a eu son contrat avec Ferrari, là, il est allé acheter un gros fifth wheel en Ontario qui a déménagé en Europe. Puis là, il demandait à son chum, Normand, « Hey, ça tenterait-tu de venir pendant 1 an avec nous en Europe? » Normand, lui, conduirait le fifth wheel puis s'occuperait de nous autres sur les circuits. Puis on les connaissait, ces gens-là, parce qu'on avait comme un petit peu grandi avec. Puis Normand, Louise, on dit « Yes, OK, let's go, on va y aller. » Puis ils ont passé l'année avec nous, puis ils habitaient avec nous. Puis dans ce temps-là, on habitait à Place Cassier, qui était un petit coin, un petit village à côté de Cannes. Et puis, il conduisait le fifth wheel un peu partout. Puis, au grand désarroi de Bernie Ecclestone dans ce temps-là, qui voulait rien savoir de cette roulotte-là. Puis, fait que là, Gilles disait à Normand, mais là, il faut que tu arrives comme le mercredi, là, avant même que la F1 s'est setupée. Comme ça, tu es déjà là, puis il peut pas te tasser. C'est ce genre d'affaire-là que Gilles faisait. Puis, as-tu des photos de ça? J'ai la photo de la roulotte, j'ai la photo de Normand en a pris, puis j'ai des photos de Normand avec Jacques et moi dans la main, là. Puis là, je dis, on était où, là? Ah, je pense qu'on était en Hollande. Ah, OK, on était en Hollande, au circuit de Zandvoort. Fait que j'ai plein de photos que Normand a encore. Fait que ça, c'est ce genre d'affaires que j'adore, là, tu sais. Ben, absolument. Ouais. Puis, pour le public, qu'est-ce que ça peut donner au public de, justement, qu'est-ce que tu veux offrir au public en montrant l'héritage de ton papa? Juste parler de lui, en fait. Puis c'est comme, je pense qu'on en parle souvent, c'est pour ça qu'il est resté vivant, parce que à quelque part, il y a une histoire tellement inspirante que le monde veut en parler. Puis c'est juste ça que je veux transférer, en fait. C'est ce genre d'inspiration, puis parce que ça fait sourire, ça rend ému. Puis quand tu connais ses débuts, puis comment il s'est rendu, là où il s'est rendu, la façon dont il l'a fait. Puis à chaque coin de rue, il était unique dans tout ce qu'il faisait, Gilles, puis il était spectaculaire. Puis quelque part, c'est de redonner ça. Puis de se dire, tu sais quoi, tout est possible. Puis ça, moi, c'est ce que je retiens. Tout est possible si tu le veux vraiment. Fait que si je peux transmettre cette histoire d'inspiration, je peux peut-être t'amener quelque chose, tu sais. Puis pour moi, ça me fait juste du bien, tu sais. Mélanie, je te remercie. Ah, c'est cool. Vraiment beaucoup. Ouais, merci, c'était vraiment intéressant. C'était vraiment cool parce que c'est quelque chose que je connaissais peu, tout ce qu'on vient de parler. Ouais. Puis je pense que plus on en parle, plus les gens aussi, ils vont connaître un peu l'histoire et tout de ce qui s'est passé. Puis moi, direction l'expo, puis le film. Le film, c'est quand, là? OK, novembre. Fait que c'est supposé être le 11 novembre. Puis je dis supposé parce que c'est pas moi qui gère ces affaires-là, mais c'est ce qu'on me dit. Le 11 novembre, puis il est supposé avoir la premie le 9. Là, 2026 ou 2027? Là, OK! 26. OK. Fait que là, on est post-prod. Ils sont en train de faire les effets spéciaux. Parce qu'on a tourné au Parc Jean-Drapeau au mois de novembre. Dans les paddocks. Oui. On était là pendant 3 semaines et demie. Puis on a développé un super partenariat avec le Parc Jean-Drapeau. Véronique Doucet, son équipe. OK, c'est à ce moment-là aussi que tout s'est déroulé. OK. C'est ça, exactement. Je comprends. Et puis, fait que là, tu as les voitures qui sont dans le paddock, puis tu as Rémi Goulet, qui est Gilles, qui sort de la voiture. Puis là, tu le filmes, puis tu le filmes en train de jaser avec l'ingénieur. C'est des scènes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui joue toi? Oui, un bébé, un petit enfant. OK. un petit enfant. Mais, fait que là, les scènes de course sont en train de se faire en ce moment en studio. Ah, OK. Bravo. Là, ça va être merci. cool, j'ai hâte d'aller voir ça. Merci pour beaucoup. ton temps, c'était super intéressant. Merci de m'avoir accueilli.